Salam, salam la famille, on se retrouve encore une fois avec Willou, on est là, on approche de la Coupe du Monde, c'est très très chaud, donc du coup évidemment toute l'actualité autour en ce moment de la Coupe du Monde, tous les jours tu te réveilles et tu es en stress, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est Willou, toi tu as de la chance, hein. Toi tu as de la chance parce que tu sais, toi tu es dans le bon décalage horaire, donc toi en fait tu te lèves, tu prends tes céréales, ton café, je sais pas, tu te gères et après on te donne les nouvelles. Moi je me réveille. Toi tu te réveilles avec moi, le je prends mon cœur qui téléphone, bat je comme regarde, ça. je me dis Sadio Mané est blessé. L'autre il a truc. J'ai même pas encore. Mes yeux sont même pas encore ouverts, gars. Je suis déjà en stress et tout. Donc c'est pour dire que franchement, la Coupe du Monde approche. L'anxiété, elle est là, mais l'excitation aussi, elle est là. Willou, comment tu vas? Comment tu ressens ça? Écoute, la grande forme, Stan, on vient de tourner un super épisode là sur nos joueurs à suivre qui était vraiment très très kiffant à faire et qui a fait. Je pensais que le niveau de hype pouvait pas monter encore plus parce que bon, je sais que c'est très subjectif, chacun a cette vision sur cette Coupe du Monde. Moi, personnellement, elle m'intéresse énormément. J'ai trop hâte d'y être, trop hâte de la suivre. Les matchs, le jeu, c'est spécial. Et le fait d'avoir parlé des joueurs, ça a encore plus fait monter le niveau d'attente, comme si c'était possible. Donc ouais, très, très content et très hâte de se lancer. Du coup, on va aller directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan, tu vois, on va faire un petit bilan de ce qui se passe dans certains championnats qu'on a eu l'occasion d'évoquer au courant de nos vidéos précédentes, surtout en début de saison. On s'était amusé à faire quelques prédictions par-ci, par-là. On se rend compte finalement qu'il y a des choses qui ont eu à changer. C'est normal, c'est le football. Le football suit son cours. Il y a des hauts, il y a des bas. Il n'y a absolument rien de linéaire. Et aujourd'hui, on approche de la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de dire, au moment du bilan, à une dizaine de jours du match d'ouverture, la première chose, c'est de dire le calendrier, à mon humble avis, était surchargé. En fait, Willou, moi j'ai envie de commencer déjà en me posant cette question-là, et c'est la question que je me suis posée hier dans ma vidéo, lorsque j'en parlais des blessés et tout, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on arrête aussi tôt avant la compétition, alors qu'en réalité, quand j'y pense, je me dis, je pense que la finale de la Ligue des Champions est calée pour environ le 10 juin, mais qu'est-ce qui nous empêchait de finir, je dis bien, le 30 juin, en fait, sur une année vraiment spéciale, pour pouvoir donner, je dis bien, l'attitude aux joueurs d'avoir ces 2 semaines de repos-là qu'ils ont d'habitude avant le début de la compétition. Parce que quand la Coupe du Monde elle est en été, d'habitude, à part les gars qui jouent la finale de la Ligue des Champions, les gars, ils ont fini 3 semaines avant. 3 semaines avant, tu as même le temps de rentrer chez toi, de te ressourcer, de voir la famille, tout ça, de, je sais pas moi, si tu es brésilien, tu vas à la plage, ou je ne sais pas, tu te gères, tu fais ton, comment ça s'appelle, ton festival et tout, tu te fais plaisir, tu vides ton esprit. Là, les esprits ne sont pas vidés. En fait, les gars arrivent déjà avec un stress où tu te dis que tu vas jouer jusqu'à ce dernier week-end à 7 jours du mondial, mais après ça, tu devras être pertinent et compétitif. Et donc, du coup, ouais, moi, au moment du bilan, en fait, à ce moment-ci, avant même de parler des championnats, j'ai une pensée pour ces joueurs-là, en fait, parce que je me dis, on les attend pour le mondial, on attend du spectacle, mais j'espère qu'ils ne seront pas trop fatigués, quoi. Ouais, c'est clair, non, mais c'est très pertinent ce que tu dis sur le fait qu'on aurait pu décaler la saison et pas obligé de la finir tout début juin. A fortiori en sachant que les contrats des joueurs, par exemple, c'est pas un souci parce qu'ils finissent tous au 30 juin. La date de fin de contrat, c'est la toute fin de juin. Donc, c'est pas comme si on se serait retrouvé avec des joueurs sans contrat à renouveler pour jouer les derniers matchs de la saison, etc. Donc, ça aurait coïncidé. Et je t'avoue, je n'ai pas trop la réponse par rapport à ça. Peut-être qu'il y a d'autres matchs internationaux qui sont prévus en juin. Souvent, c'est le cas. Hein. Après les finales de Ligue des Champions, on n'oublie pas, il y a genre des matchs de Ligue des Nations en plus pendant encore une semaine ou deux. Ça, c'est l'absurdité à son paroxysme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces matchs-là à caler. Donc ouais, non mais après je vais pas réinventer la roue, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le calendrier, il est trop chargé, il est trop condensé, c'est absurde. Si je me fais l'avocat du diable 30 secondes, je vais dire que moi j'ai bien aimé par contre cette phase de groupe de Ligue des Champions condensée, cool. Avoir les 6 journées, on les a eu en 8-10 semaines, un truc comme ça. Ouais, c'était pour le coup, j'ai bien aimé, tu vois, ça a donné une vraie continuité à cette Ligue des Champions, on s'est pas trop perdu, ça pour moi, c'est plutôt un truc à garder à la rigueur. Mais bon, il y a aussi une énorme maintenant période entre la fin de cette phase de groupe et les huitièmes de finale. Genre le tirage au sort, c'était la semaine passée. Maintenant, les huitièmes de finale, c'est mi-février. Donc tu as 3 mois, quasi 3 mois et demi avant le début des huitièmes. 4 mois et demi avant la fin des huitièmes, parce que ça se finit fin mars, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc il y a ce trou qui est assez spécial aussi. Mais écoute, si c'est pour dire que les joueurs sont surmenés
et qu'il faut vraiment réfléchir à la programmation. Je suis totalement d'accord. Après, moi, j'ai envie de les saluer, ces joueurs-là, parce que depuis le début de la saison, moi, j'ai envie de dire qu'ils ont joué sans retenue aussi. C'est peut-être là, maintenant, récemment, qu'on voit à l'heure de s'asseoir et de se dire on est à quelques jours de la Coupe du Monde, qu'on se dit que, ah ouais, Messi, il va pas jouer à Auxerre, Benzema, il va pas jouer à Cadiz, etc. Ce qui, à mon humble avis, fait un peu de sens. Après, chacun te dira s'il a une gêne ou quoi que ce soit. Bon, ça, nous, on n'est pas médecins, on sait pas vraiment ce qui se passe. Mais derrière, moi, ce qui m'a quand même intéressé, là où j'ai envie de les saluer, c'est le fait que les gars, franchement, en début de saison, malgré le fait que tout le monde savait que la Coupe du Monde arrivait, je trouve qu'ils se sont donnés à 2000%. Et donc, du coup, j'ai envie de m'amuser en disant que Arsenal, en début de saison, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il se passe, ce qui s'est passé. Une belle équipe de Mikel Arteta, un football qui est cohérent, une logique, je dis bien, par rapport à ce qui s'est fait la saison passée. Je pense qu'il est dans la continuité, le Mikel Arteta. Des joueurs qui sont en train de flamber. D'ailleurs, à ce titre, on parle de Coupe du Monde. Martinelli, qui est appelé dans cette équipe de titre. Ouais. Moi, j'étais comme... Surprise, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'y croyais pas. Parce qu'il y a tellement de concurrence. C'est juste incroyable de dire, en fait... C'est Martinelli Vinicius là sur le côté gauche là, je dis c'est pas possible, c'est le futur du Brésil là vraiment. Donc on a réussi à placer notre petit Martinelli et tout. Donc du coup une équipe d'Arsenal qui est bluffante en ce moment franchement, mais une équipe d'Arsenal aussi qui a pas mal de jeux qui vont aller, pas mal de joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde. À côté tu as Manchester City qui est toujours dans cette même cohérence aussi, mais qui a un Haaland qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Ça c'est ma grande peur. J'ai dit moi Haaland pendant que tout le monde va être en train de chauffer là-bas à 35 degrés au Qatar, je vous l'ai déjà dit, il va être tranquillement posé en Norvège. Il va manger ses bagels au saumon fumé, il va pas se faire chier, il va être là à faire ses pompes et tout, et il va venir, je dis bien, performer dès le Boxing Day qu'on va pas s'y attendre le 26 décembre. Donc du coup, moi j'ai envie de dire que cette première ligue-là, franchement, je sais pas c'est quoi ton feeling, mais moi elle m'a surpris, franchement elle m'a surpris, je m'attendais pas à ce début-là, de la part de Newcastle, qui est vraiment l'équipe qui est bluffante, franchement elle est bluffante, une belle équipe de football aussi, avec un très bon coach cohérent, comme Eddie Howe, des repositionnements tactiques aussi dans cette équipe-là. On a eu l'occasion de le voir avec un Joey Linton qui était attaquant, mais qui est devenu aujourd'hui un milieu box-to-box et tout. Donc franchement, ouais, j'ai envie de dire que par rapport à la tête de la Première Ligue, en date d'aujourd'hui, quand je regarde le... Arsenal, premier avec 34 points. City, deuxième avec 32. Et Newcastle est troisième, avec un match en plus, mais troisième avec 27 points. Donc c'est pas mal, franchement. C'est incroyable pour moi. Bah écoute. Et permets-moi même de finir avec ça. Je pense qu'à l'heure du bilan, et j'ose le dire, c'est mon gros call de la Première Ligue par rapport à tout ce qu'on a eu à discuter en début de saison. Pour moi, Newcastle, ils font top 4. Parce qu'il n'a rien à jouer. Hein. Intéressant. Le Eddie Howe, là, il a un seul problème, c'est le match du samedi à samedi, du samedi à samedi. Même dans sa communication, quand il parle, la dernière fois, il finit un match, je ne me rappelle même plus c'est lequel. Il gagne, il sort, on lui dit « What's the next step? Everything is working well. Vous êtes devant, tout ça, etc. » Il te sort un mot en disant « Next weekend. » Next weekend. Le week-end d'après, il gagne 4-1. Donc moi, je dis Newcastle, là, s'il y a une équipe sur laquelle je ne croyais pas. Je me disais qu'il y avait moyen qu'ils poussent, mais là, ils sont surprenants. C'est bien eux. Donc, dans ce bilan Première Ligue, j'ai envie de dire qu'au-delà d'Arsenal, qui fait un bon début de championnat, pour moi, c'est Newcastle qui est au top. Ouais, totalement. Bah écoute, sur les surprises, je pense je te rejoins sur Arsenal. C'est clair et net. Après, moi, j'étais sur le début de saison. C'est le moment où la série All or Nothing est sortie avec Arteta. Et je sais pas, c'est... Quelque part, j'arrive plus à me souvenir de l'époque où je croyais pas en cet Arsenal d'Arteta parce que les deux choses se sont tellement bien conjuguées. Le début de saison canon plus le documentaire. Et en fait, j'ai tout de suite été pris dans la hype Arsenal. Dès les tout premiers matchs, je me souviens, il y a un moment, j'étais en week-end pour un mariage d'une copine et je crois que j'ai regardé un match ce week-end-là. C'était celui d'Arsenal contre Leicester sur mon petit ordinateur dans la chambre d'hôtel. J'en ai fait une vidéo ric-rac, etc. Parce que cet Arsenal du début de saison, c'était vraiment un kiff. Moi, j'ai envie de dire la surprise. Ok, c'est quand même surprenant de voir Arsenal là, à un tiers de la saison, être leader de Première Ligue. Mais pour moi, la surprise par rapport à des choses où je m'étais positionné et avancé, c'est les débuts tonitruants d'Erling Haaland. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, tu vois, pour s'adapter à un collectif aussi fonctionnel. Et lui qui a un profil tellement différent de ce qui s'était fait sous Guardiola pour l'instant, l'adaptation à la Première Ligue en plus, je pensais pas que ce serait aussi éclair. J'en avais fait une vidéo, je dirais oui, ça va marcher.
mais ça va prendre du temps. Au moins 6 mois, peut-être une saison. Bon, bah, on connaît la suite. Il est meilleur buteur de Première Ligue avec combien de buts pour l'instant ? 18 buts en 12 journées. D'ailleurs, 18. Il a éclaté le record de son daron. Alors là, rapidement, il a fini le truc. Oui, Tu te rappelles, en début de saison, je t'avais dit que le gars va faire 50. Il va faire 50 cette saison. Écoute, il est quasi parti pour. C'est un truc de dingue. Donc Newcastle, c'est sûr, c'est une surprise. Et franchement, moi je suis très content si on a une équipe en plus dans le fameux top 6 anglais. Si ça devient un top 7 avec le Newcastle saoudien qui commence à injecter des moyens et qui là pour l'instant a qu'une seule défaite en 14 meilleure matchs défense de Première Ligue si je ne me trompe pas, ou deuxième meilleure défense de Première Ligue. C'est ça, à égalité avec Man City, c'est ça, 11 buts encaissés chacun. Donc vraiment impressionnant. Écoute, peut-être un mot pour le Manchester United de Erik ten Hag qui a quand même mieux rebondi que ce qu'on imaginait au tout début, qui a rebondi par rapport au début de saison catastrophique. Là, finalement, il se place 5e, avec un match en moins même par rapport à Tottenham. S'il l'emportait, il serait top 4. Donc ça, c'est quand même notable. Peut-être Brighton, qui, mine de rien, est en train de rattraper toutes ces années passées de mauvais XG, etc. Là, ils sont top 6, et avec De Zerbi qui a pris le relais de Potter, visiblement, ça se passe très bien. Chelsea et Liverpool, on en avait parlé en début de saison, ça s'est pas si bien rétabli que ça, hein. C'est encore 7e et 8e, donc c'est peut-être ça l'inquiétude. Et par rapport aux pronos qu'on avait fait en début de saison, j'ai quand même envie de souligner des choses sur lesquelles j'étais assez bien inspiré. C'est Nottingham, on les avait tous les deux mis en relégable, ils sont 20e, voilà, ça c'est clair. Et j'avais dit que Leicester remonterait, ils sont 14e, ça va, ils se sont bien rattrapés, alors que les Wolves, eux, sont 19e. Les Wolverhampton, à chaque fois que je vois leur match, je suis déçu en fait. J'ai dit, c'est ça, tu vois, ils vont donner raison à Willou comme ça gratuitement, c'est tocard là. Ça m'a fait Moi aussi, à chaque fois que je regarde les résumés de Première Ligue, je suis là, ah yes, ils ont encore perdu, je vais avoir raison. Non, donc voilà en gros. Tu as parfaitement raison. Effectivement, concernant Potter, c'est vrai que voilà. J'espère qu'il va trouver la formule parce qu'à présent, il y a beaucoup de tâtonnements tactiques dans cette équipe de Chelsea-là. Il y a un très bel effectif, mais énormément de tâtonnements tactiques. J'ai l'impression qu'il a trop de joueurs. En fait, je pense que Potter, il faut lui redonner ses Danny Welbeck et ses Trossard là. Genre, il a trop de joueurs en fait. Il s'assoit, il comprend pas. Il regarde, il se dit, je fais quoi de Pulisic, de Ziyech, de Sterling, de Havertz. Il y a trop d'options et il n'arrive pas encore à trouver la bonne formule. Mais peut-être que ça va arriver. Mais le temps va très très vite. Le temps va très très vite. J'attendais le petit jeu de mots sur Graham Potter. Est-ce que trouver la bonne formule, c'est validé comme la formule magique Harry Potter. Tu sais, en fait, le problème, il est simple. C'est que, je l'ai dit, le problème de Potter, il est simple. C'est qu'à Poudlard, il y a différents cours. Mais il y a un cours que tu ne peux pas manquer, c'est le cours le plus important, c'est le cours de défense contre les forces du mal. C'est-à-dire que ce cours-là, c'est ça qui te permet d'éviter le Avada Kedavra, de pouvoir te défendre avec un Expelliarmus. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois... Mais Potter, lui, il sèche les cours. Il est là en train de traîner avec les... Comment ça s'appelle là ? Les Hermione et puis machin truc dans le quartier. Donc c'est normal que Chelsea, ils sont en galère en ce moment. Hier, Chelsea, ils mettent un superbe 11 de départ en Cup, quand même, si tu regardes bien. Le 11, il est très intéressant. Alors, on n'est pas sur le terrain. L'autre, il te met les Alvarez, les gars te tapent 2-0. Grealish, top performance. Tu comprends pas. Donc, pour moi, Potter a du pain sur la planche. Franchement, il faut qu'il change de baguette, quoi. La baguette ne marche plus. J'ai envie de rebondir sur la Liga. Début de saison, on avait fait comparaison d'effectifs, Real, Barça et tout, etc. Aujourd'hui, on se rend compte, moi personnellement, si on m'avait dit qu'à la trêve Coupe du Monde, le Barça serait premier, j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. J'avais des doutes quand même si le mercato était bon, mais je restais convaincu que le Barça avait un meilleur effectif que celui du Real. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on arrive à un point où on se rend compte que l'effectif du Real, peut-être qu'il est essoufflé en fait, parce que au niveau des latéraux, c'est un peu difficile. Ferland Mendy n'a pas été appelé. Il y a beaucoup qui se posent des questions et tout. Ça, on peut en faire tout un débat. Mais pour moi, c'est compliqué. C'est pas si... Tu peux être titulaire dans une équipe, gagner des titres et tout, mais ça veut pas dire que réellement, tu vois, que tu as le niveau qu'il faut peut-être et tout. Même s'il est dans un club où on peut pas beaucoup parler. Dani Carvajal, il commence à être très très fatigué. J'ai l'impression que l'arrière-garde du Real commence à... Tu vois, même si tu as récupéré, comment ça s'appelle, Rudiger, Tchouaméni, Eder Militao ces dernières années, David Alaba.
J'ai un feeling que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'en termes de recrutement, peut-être que le Real n'a pas fait assez et ça pourrait jouer parce qu'Ancelotti parle peut-être d'un recrutement au niveau du mercato d'hiver. On va voir ce qui va se passer. Au Barça aussi, ils vont faire des recrutements au niveau défensif. Ils ont perdu Araujo et tout. Mais à l'heure du bilan en Liga, j'ai envie de dire que c'est serré. Franchement, c'est serré. Je sais que les Catalans, ils sont devant. Mais quand on revient de la Coupe du Monde, pour moi, le championnat, il reprend. C'est un autre championnat qui reprend. Et 5 points ou 3 points, dépendamment de ce qui se passe face à Cadiz, ça ne change pas grand-chose au retour de la trêve. Il va falloir être performant. Ça risque d'être très serré. Ouais, je pense que sur notre débat de début de saison, qui a le meilleur effectif, pour l'instant, je dirais que on ne sait pas encore totalement, parce que c'est clair que l'effectif du Real, il est trop court quantitativement. Maintenant, au Barça, pas toutes les recrues se sont non plus intégrées et ont apporté autant leur pierre à l'édifice. Par contre, je suis quand même là où il y a un débat que tu as remporté haut la main sans aucune question. C'est on avait fait un truc sur le futur Pichichi. Bon, bah, Lewandowski, il a 13 buts, Benzema, il en a 5, il est à peine dans le top 10. Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison en Liga, c'est pas Benzema, c'est Fede Valverde. Donc ça aussi, ça dit pas mal de choses sur l'effectif. Et clairement, le débat du Pichichi, bon, bah, ça se joue plus entre Lewandowski et Borja Iglesias ou Vedat Muriqi qu'avec Karim Benzema. Donc ça, forcément, je m'avoue vaincu sur ce point. Et par contre, on va avoir une course pour le titre passionnante parce que si le Real l'emporte contre Cadiz ce soir, ils vont revenir à seulement 2 points du Barça après 14 journées jouées. Donc ça, c'est plutôt cool pour un neutre. Il va y avoir du suspense jusqu'au bout en Liga. Moi, je pense que tu ne peux pas dormir sur tes lauriers. Les deux clubs vont devoir recruter en janvier et espérer tenir le coup parce que ça va se jouer week-end après week-end. En fait, le premier qui fera un faux pas risque de le regretter. Les deux sont en Europe. Le Barça a un match en plus à jouer parce qu'ils ont un 16e à jouer contre Manchester United, d'ailleurs, en passant. Il va falloir déjà là-bas être performant. Ne pas perdre face à Manchester pour ne pas plomber aussi le reste de ta saison un tout petit peu mentalement parce que ça peut aussi t'atteindre. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner, mais Barça-Real, là, à l'heure du bilan, pour moi, c'est très, très serré. Rien n'est encore joué. On ne sait pas ce qui va se passer. Ton Napoli, là, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas arrêté encore, là. Ils ont pas... Là, ils sont en mission, là, le Napoli. Moi, je regarde la Serie A et je me dis, mais en fait, ouais, Naples, ils sont premiers, ils sont tranquilles. Voilà, ils jouent bien, ils dominent, il n'y a rien à dire. Ils ont perdu face à Liverpool la dernière fois, mais bon, c'est pas si grave. Mais ils sont au top et tout est cohérent par rapport à ce qu'on avait prédit en début de saison. Le Milan AC est deuxième aussi, il se gère. On avait sorti la Juve, si je ne me trompe pas. L'Inter est de retour, par contre, ça c'est un tout petit peu la surprise. C'est la surprise pour moi. À l'heure de ce bilan-là, un peu en Serie A, c'est l'Inter qui est de retour. Je ne m'attendais pas à cela. Je m'attendais à ce que l'Atalanta et la Roma se gèrent plus. La Roma, ils sont en peine offensivement. Il n'y a pas de buteur. C'est difficile. D'ailleurs, Tammy Abraham ne va pas à la Coupe du Monde à cause de ça. Southgate, il le dit. Il dit que Abraham n'est pas en forme en ce moment. Au plus mauvais moment où il ne fallait pas être en forme, alors qu'il l'était la saison passée, c'était le meilleur buteur de cette équipe-là. Même s'ils ont récupéré Dybala, tu sens qu'offensivement, c'est un tout petit peu poussif. Donc, ouais, je suis un peu déçu de la part de l'Atalanta et de la Roma, mais agréablement surpris par l'Inter quand même. Ouais, bien sûr. Bah écoute, Naples, Naples, c'est notre Naples. Hein, on les mettait en tout début de saison, même sur les équipes à suivre, qu'il fallait vraiment surveiller. Et après, quand on a fait la vidéo prono de Serie A, on les mettait tous les deux champions. Et ils sont encore invaincus, là, au bout de 14 journées. 12 victoires, 2 nuls, impressionnant. Roulent sur la Serie A, roulent sur l'Europe. Leur 8e de finale de Ligue des Champions contre Francfort, il y a des chances que ça se transforme en un quart. Donc la grande saison du Napoli, elle est en route. Et ça, personne ne l'aurait anticipé. Par contre, au moment où, je me souviens, je faisais ma vidéo en tout début de saison, au moment du mercato, sur les mercatos de Serie A, où je les récapitulais un petit peu tous, et tu avais cette équipe qui avait perdu toute sa colonne vertébrale. Là, à ce moment, on ne se disait pas forcément que ça allait donner ça, même pas du tout. Et c'est très impressionnant. L'AC Milan, ils sont au niveau où je les attends, mais je crois qu'on les a mis tous les deux, Milan deuxième, Naples 1 et Milan 2. Donc voilà, là pas de surprise. Moi mon call réussi, je dirais, c'est la Lazio. La Lazio qui est à la 3e place pour l'instant, et cette Lazio de Sarri, de ce que j'avais vu, je trouvais ça très bon. Même sur les chiffres avancés, c'était très cohérent. Donc ouais, Lazio, bien. Et pour l'instant, c'est mon top 4, juste pas dans l'ordre. Je crois que je les ai mis 4e et l'Inter 3e. Ça peut encore se jouer, mais de toute manière, c'est très très serré sur ça.
L'Atalanta, c'est 27 points, comme l'Inter et la Lazio, ça se joue juste à la différence de but. La Roma, c'est vrai qu'ils sont en panne, mais c'est 26 points. La Juve, c'est 25 points, mine de rien, ils sont bien revenus, la Juve. Et même Udinese, 24. Donc vraiment très 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 serré pour le top 4, avec juste Naples qui a pris une énorme option, et l'AC Milan une petite également. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis plusieurs saisons, la Serie A, c'est le deuxième championnat le plus excitant à suivre, parce qu'il y a une bataille pour le top 4 hyper intéressante, et c'est pour ça qu'on en avait fait une vidéo. Ouais, toujours aussi kiffant à regarder. Et très très serré aussi. Je ne sais pas qui va finir dans les places européennes. Là, ça peut se jouer. En fait, ça peut partir en vrille à tout moment parce que tu as 6 points, quoi, en fait. Tu n'as que le Napoli. D'ailleurs, je pense que c'est dans un championnat serré. En Angleterre, tu n'as pas cet espace-là. En Espagne, tu n'as pas cet espace-là. Mais Naples, ils ont un coussin de 8 points. C'est bien. Un coussin de 8 points, c'est pas mal. À ce stade-ci de la compétition, c'est excellent. Un coussin de 8 points. Parce que ça te donne 3 matchs, là. Plus ou moins, en fait. Ça te donne 3 matchs, 3 erreurs possibles en espérant que les autres n'en fassent pas. Donc, ouais, moi, j'ai hâte de voir. Maintenant, on va voir qui va aller en Ligue des Champions. J'ai envie de dire que Napoli et Milan, c'est quasiment presque sûr normalement, vu si la tendance se maintient, vu comment ça va se passer. Mais maintenant, entre la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, la Roma et la Juve, il y a 5 places pour 2 équipes en Champions League. Ça va être très serré. Cette course en Ligue des Champions, côté italien, risque d'être franchement kiffante. Vraiment rien à dire, à part kiffante. La Ligue 1, bon, écoute... Martin Terrier, là, il ne pouvait pas être dans la liste de Deschamps. Le truc, son problème à lui, c'est qu'en équipe de France, on a des soucis sur pas mal de zones, mais pas sur le secteur offensif. Là, on a tout le monde et tout le monde est en forme. Il peut mettre 25 buts s'il veut. Je dis, ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup trop de top players là-bas. Mais très surpris pas surpris de Lens, parce que je pense que Lens, c'est la continuité de ce qui a été fait et tout. Donc, ils sont très cohérents, très, très logiques. Par contre, surpris de la part de Rennes, qui se place 3e, qui fait un très très bon début de championnat. En Europe aussi, les Rennais sont gérés. Même d'ailleurs, la plupart des clubs, tous les clubs français sont gérés en Europe, sauf Marseille. D'ailleurs, il y a pas, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même. Même si même les Nantais, ils vont jouer la Juve quand même, c'est pas sérieux. Tu me diras, le niveau n'est pas le même et tout. C'est vrai que la Conference League, l'Europa League, la Champions League, il y a des paliers. Mais voilà, pour moi, en ce début de saison, malgré le début de saison tonitruant qu'ils ont fait, le meilleur début de saison de ces dernières années sous Tudor, ma grosse déception en Ligue 1, c'est bien Marseille pour moi. Paris premier, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Messi au top, tout ça. Mais Marseille, c'est... Je souffle, quoi. En fait, ça m'énerve. Ils peuvent mieux faire et à chaque fois, c'est... Là, ça risque d'être compliqué sur la deuxième partie de saison. Si tu as défaite face à Monaco, ça risque d'être encore 2 fois plus compliqué vu que Monaco, ils sont derrière toi. Je sais pas, c'est pour moi en Ligue 1, en ce moment, à l'heure du bilan, Marseille. C'est Marseille qui me pose problème. Lyon, ils vont venir. Bah écoute, c'est gentil. Non, ils vont venir. Ils vont venir pour moi parce que vous avez eu quand même un changement de coach et tout. Vous aussi, les gars, soyez patients. Vous avez votre Peter Bosz qui est parti, Laurent Blanc, il est venu. Je pense qu'il y a un travail. Il faut lui donner le temps aussi de pouvoir travailler. Laurent Blanc, je suis pas convaincu que ce soit le genre de mec qui arrive, met une philosophie de jeu et hop, ça marche. Il faut peut-être du temps pour performer. Moi, je me dis Lyon, voilà. Mais l'OM, ils sont en Ligue des Champions, ils doivent sortir du groupe, ils ne le font pas. Ils sont en championnat, ils commencent très bien. Là, ça fait 4-5 matchs qu'ils sont en galère. C'est la pente, en fait. Ils sont sur la pente descendante. Ils sont montés très vite, comme dans un roller coaster. Comment on appelle ça en français ? Voilà, les montagnes russes sont montées très vite. Et hop, après, là, ils sont en chute libre en ce moment. Et ça m'inquiète, tu vois. Donc, ouais. Mais toi, en tant que Lyonnais, je sais que tu es stressé. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi je suis même, ça va au-delà de stressé, je suis dépité, quoi. Tu vois, je suis presque indifférent maintenant. J'allais dire, t'es gentil à mettre Marseille déception quand tu vois Lyon 8e. Peut-être que ça parle aussi sur notre... maintenant, c'est presque notre statut, notre rang, quoi. On n'est même plus une déception en étant 8e, alors qu'à la base, on est quand même... tu vois, c'est quand même l'Olympique Lyonnais, quoi. Mais le début de saison est dramatique, même sous Laurent Blanc. Je trouve que dans le jeu, certains peuvent voir à la marge des petites améliorations, etc. La réalité, c'est que ça reste très, très pauvre, très, très pauvre. Et contre Marseille, le match, c'est quasiment un non-match. Tu sais, c'est l'Olympico. Moi, je m'étais assis, j'avais mis ma casquette d'analyste, j'avais tout préparé, je devais en faire une vidéo. Mais le match, il m'a donné envie de m'endormir. En fait, j'ai fait, écoute... en fait, on va s'arrêter là à la 90e minute. Je vais pas perdre plus de temps sur le match. Je vais bien dormir. Comme ça, je serai en forme pour bien travailler sur la semaine qui arrive.
parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de quoi en faire une vidéo en fait, c'était tellement pauvre. Et effectivement, c'était les deux équipes que tu places comme déception, Lyon et Marseille, je suis plutôt d'accord, surtout vu le bon début de saison de l'OM, on s'attendait à mieux, mais là ça commence vraiment à tirer la langue, physiquement, je crois que mentalement, il y a des joueurs qui ont un peu lâché aussi, parce que les choix de Tudor, enfin dans le vestiaire, je pense pas que les choix de Tudor mettent une très bonne ambiance dans le vestiaire quand on voit Payet par exemple totalement mis à l'écart, Bamba Dieng bien sûr. Donc il y a des vraies questions, des vrais problèmes. Si j'ai envie de terminer sur une bonne note, c'est peut-être 3 équipes en plus dont on n'a pas parlé, parce que bien sûr Lens et la confirmation rennaise c'est très bien, Ouais. mais peut-être Monaco qui revient un petit peu en douce et qui à mon avis à la fin sera vraiment pas loin du compte. Lorient qui a fait un début de saison incroyable avec Terem Moffi, Dango Ouattara, c'était top. Maintenant ils sont 6e, ça reste 6e, mais Lorient, le Lorient de Régis Lebris, c'était vraiment une des grosses histoires du début de saison. Et le Lille de Fonseca, c'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à corriger, mais quand ça joue vraiment pas mal. Et je pense que ce Lille est un peu sous-payé par rapport à ce qu'ils produisent. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses pour la Ligue 1, qui est un petit peu moins intéressante que la Ligue 1 du siècle qu'on anticipait la saison passée. Mais ça va, il y a des trucs à regarder. C'est pas la pire. Moi, j'ai juste une pensée, effectivement, en tant que Lyonnais. J'ai vu tout à l'heure un truc, apparemment, c'est la première fois en 20 ans que vous n'avez pas un gars en équipe de France sur une compétition internationale. Pour moi, c'est criant parce que c'est peut-être un des meilleurs centres de formation, peut-être même le meilleur centre de formation de France. Ça sort des top players à chaque année et là, je sens vraiment que vous êtes dans un creux. C'est vrai qu'on a envoyé personne cette année à la Coupe du Monde en équipe de France, mais c'est la première année où on a un ballon d'or qui est issu de l'académie. Donc on va rester là-dessus et se consoler avec ça. On ne peut pas discuter avec le gars, on ne peut pas discuter avec lui. Voilà. Tout à fait. Là, c'est point 7 game. C'est fini, c'est terminé. Bundesliga. Parenthèse rapidement quand même pour finir là-dessus. Le Bayern est premier. Le Bayern, je pense le Bayern, le Bayern est premier. Ils ont repris la place à l'Union Berlin. C'est un peu la surprise quand même, l'Union Berlin. Comme j'ai dit, quand j'ai vu Union Berlin, je me suis dit, mais c'est quoi ce nom des syndicalistes là déjà? J'ai dit, ils sont venus pour faire quoi là? J'ai dit, c'est quoi ce nom? Union Berlin, ils ont fait un super début de championnat, mais là, ils sont fatigués. Là, tu sens qu'en fait, eux, ils ont tout donné pour le maintien. En fait, ils ont 27 points là. En ce moment, maintenant, ils vont chercher le maximum pour le maintien. Mais moi, je les vois descendre au classement, mais à une vitesse extraordinaire. Parce que je ne pense pas qu'ils vont tenir le rythme. On l'a vu la dernière fois. Je pense qu'ils jouent Leverkusen avec l'autre là. Comment il s'appelle l'ancien du Real. Le coach. Xabi Alonso, je pense. C'est lui qui est... Oui, bien sûr, le nouveau coach. Ouais. Ça court plus. Physiquement, c'est difficile. Tu as l'impression que le ballon n'est plus leur ami. Toute cette hype-là en début de saison, elle a l'air d'être retombée. Et derrière, moi, je vois bien le Bayern normalement tenir son rang malgré un début de saison compliqué. Et après, on va voir ce que ça va donner derrière. Est-ce que ce sera Freiburg? Est-ce que ce sera Francfort? Est-ce que ce sera Leipzig? Est-ce que ce sera Dortmund? Cette course-là aussi à la Ligue des Champions en Allemagne risque d'être assez compliquée. C'est clair. Moi, le truc qui me dépite un peu, c'est que sur cette saison de Bundesliga, a priori, on a un des Bayern les plus prenables. Alors, ils ont quand même planté 47 buts, ça en fait la meilleure attaque en Europe sur les 5 championnats majeurs. Mais sur 14 matchs, il n'y a que 9 victoires. C'est pas un rythme bavarois classique. Et du coup, je suis un peu déçu que Dortmund et pas fait plus pour nous offrir une vraie bataille pour le titre. Parce que les saisons de Bundesliga où il y a une bataille pour le titre, ça nous offre des classiqueurs incroyables. J'ai souvenir d'un il y a quelques années, je crois que c'était peut-être une victoire 3-2 de Dortmund ou une défaite 3-2, mais avec Marco Reus qui plante, etc. C'était un des matchs les plus excitants à suivre de la saison. Et là, Dortmund se retrouve 6e, alors pas totalement largué, ils sont que à 6 points du Bayern, mais 6 points en Bundesliga, c'est beaucoup quand même. Et ils sont 6e avec 5 défaites sur 14 matchs déjà. C'est trop. 23 buts marqués, 17 buts encaissés, même pas une grosse différence. Donc ce Dortmund qui avait pris Schlotterbeck, Zule, qui s'était bien reconstruit derrière, j'en attendais plus et je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Peut-être au moins pour eux, ça se passe mieux que pour leurs voisins de la Ruhr, leur grand rival, Schalke 04, qui là est bon dernier et semble être reparti pour aller faire un petit tour en seconde division. Voilà en gros pour la Bundes. Faire une petite pige avant de revenir. Et j'ai envie même de saluer les Allemands parce que leur championnat à 18 leur permet, au retour de la trêve de la Coupe du Monde, d'avoir 3 semaines, voire 1 mois de repos avant de reprendre la compétition. Et ça va permettre peut-être aux clubs allemands, notamment le Bayern, d'arriver assez
frais en Ligue des Champions et d'être capable peut-être de nous surprendre physiquement. Ce truc à 18 là fait aussi aujourd'hui à ce moment-ci, on est d'accord que ça crée aussi des problèmes en France parce que la Ligue 1 passe à 18 l'année prochaine. Donc du coup cette année là en France, dès que tu es 15e, 14e, on te vire. C'est ça. Et c'est le travail des syndicalistes, ça, les championnats à 18 pour plus de vacances, c'est le travail de l'Union Berlin qui paye. Ça va leur faire un peu de repos. Mais pour la Ligue 1, on aura une bataille à la fin de saison pour éviter la redescente, pour éviter la descente qui va être extraordinaire. Peut-être que ce sera déjà joué en haut, mais en bas, il va y avoir un multiplex assez ouf à suivre en fin de championnat. Non, ça va être très très chaud. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour un tout petit peu de ce qu'on avait eu l'occasion de discuter en début de saison. Maintenant, tout est encore possible. Il y a une Coupe du Monde qui arrive à un moment, comme on sait nous tous, qui n'est pas le moment que l'on connaît. Donc du coup, au retour, c'est pas des vacances en fait. Donc même si tu es champion du monde, en fait, tu rentres chez toi, tu as 4-5 jours et tu reviens, j'imagine. Donc il va falloir rester quand même concentré pour toute une saison. Ça risque de pas être facile, surtout qu'on espère qu'il n'y aura pas de déception aussi personnelle parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être partir à la Coupe du Monde, peut-être qu'ils vont pas gagner, peut-être que la manière dont ils vont être éliminés, ça va faire mal, peut-être qu'il y en a même, ils vont pas jouer du tout. En fait, ça aussi, c'est possible, hein, tu vois, ça fait partie de ces petits trucs. Pour moi, ça va peut-être peser aussi dans les choix de certains coachs, d'amener certains joueurs que tu sais, ils vont être sur le banc, ils vont pas beaucoup parler, ils vont pas te fatiguer, ils vont pas se fâcher, ils vont pas avoir cette moue-là de dire « ouais, mais moi, j'aurais dû être titulaire », alors que malheureusement, il n'y a qu'une place, il n'y a que 11 places sur un terrain de football et il n'y a que 7 Et attends, moi je dirais même, ceux qui vont gagner la Coupe du Monde, ils vont revenir dans un état mental, ça va être très très dur d'enchaîner sur une seconde partie de saison, revenir dans le train-train quotidien. Eux, dans leur tête, ils seront en train de faire le tour l'équivalent des Champs-Élysées de leur pays, en train de soulever la coupe, être portés au nu, être dans les bains de foule. Ça va être très dur de se remotiver à aller jouer Eibar ou Auxerre en championnat. Donc ça aussi, moi je vois une grosse redescente pour beaucoup de joueurs. Il y en a qui s'en remettent pas de toute leur carrière. Le lendemain de Coupe du Monde victorieux, c'est bon, ils ont fini le game, ils ont réussi leur carrière. Donc ça va être très compliqué en milieu de saison aussi. L'équipe qui va perdre, ça risque d'être aussi difficile. L'équipe qui va perdre en finale, si elle a beaucoup de joueurs qui sont dans certains grands clubs, ça risque d'être très très difficile de réussir à remotiver les gars. Je ne sais pas comment les coachs vont dealer avec ça. J'ai eu l'occasion de voir récemment que Arteta, ce que je disais à Arteta, je pense qu'Arsenal, les gars, ils ont 10 jours de vacances, ceux qui ne vont pas au mondial, mais après ils se retrouvent aux Émirats pour faire un camp de base avec lequel je pense qu'il y a d'autres clubs contre lesquels ils vont jouer. Il y a des matchs amicaux qui vont être faits et tout, pour essayer de garder quand même cet esprit collectif-là, que les gars restent ensemble, que Gabriel, il soit pas chez lui en train de mâcher du noir en se disant pourquoi est-ce que Bremer, il est parti à ma place ou quoi que ce soit. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font que, moi, je pense que c'est pour ça que je te dis que Newcastle, ils ont... Bruno Guimaraes, il va revenir tranquille. Callum Wilson va revenir tranquille. Il y a qui d'autre? C'est fini. Il y a qui d'autre? C'est fini. Trippier, non? Pope Trippier. C'est ça, non? C'est Pope Trippier. Donc, je te dis, c'est comparé à une équipe du style, je sais pas, à une équipe comme le Real, comme le Barça, comme Manchester City, j'ai envie de dire, où tout le monde part. En fait, à City, tout le monde part, sauf parmi les majeurs Mahrez et puis Haaland, j'ai envie de dire, mais tout le monde part et tout. Comparé à cela, le retour de Coupe du Monde peut être assez compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, la balle est dans le camp des coachs qui mentalement devront prendre en considération ce moment-là, parce que nous, tu sais, quand on va revenir du mondial, personnellement, le mondial, il est fini, c'est bien, c'est fini, bravo, champion du monde, blablabla, c'est terminé. Mais moi, dès que je reviens le 26 décembre, je m'attends à ce qu'Arsenal gagne son match. Parce que j'ai pas le temps de perdre. Parce que si tu perds des points là-bas, City va te rattraper. Donc, il y a vraiment tout un aspect mental. Je sais pas, ça risque d'être très, très, très compliqué. Carrément. Et juste par souci d'exhaustivité, pour éviter, comme tu dis, les snipers dans les commentaires, je pense que pour Newcastle, il y a des chances que j'ai pas vu la liste suisse. Elle est peut-être tombée, je crois qu'elle est tombée, mais je pense qu'il y aura Fabien Schär. Normalement, effectivement. D'ailleurs, lui, il a une grosse frappe de balle là. Lui, des bangers qu'il met, lui, Fabien Schär, de temps en temps, tu comprends pas. Non, franchement, je sais pas pour toi, mais moi, je suis hyped. Je suis hyped. Là, il reste 10 jours là. Ouais. Commencez les affaires. Bien sûr. C'est fini, allons en guerre, c'est terminé, que le meilleur gagne. Tu sais, Willou. Tu y vas alors au Qatar finalement? Je sais pas encore. Je suis en travail en ce moment. Je suis toujours en train de travailler sur quelques dossiers. J'ai
beaucoup d'espoir, franchement, de pouvoir y aller, au moins d'y aller, au moins pour deux matchs, sinon toute la compétition. Mais moi, comme d'habitude, hein, mes outsiders, ils me connaissent bien. Moi, je suis un gars de dernière minute, tu vois. Moi, je suis un bandit de dernière minute. Donc moi, si je dois partir, c'est vendredi prochain, je vais venir vous avertir en vous disant hasta la vista, on se capte à Doha, tu vois. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, je suis très, très hyped. Et puis, c'est notre dernière vidéo avant la Coupe du Monde. Donc, Wilou, à partir de maintenant, on n'est plus amis. Ouais, ça s'arrête là en fait. Toi, tu es français, moi je suis sénégalais. Écoute, joyeux Noël, bonne fête et à l'année prochaine. C'est fini là, on n'est plus amis. Je nous souhaite de se retrouver en quart de finale ou un truc du genre. Ah, moi je veux, si sur le chemin de la gloire, il y a un France-Sénégal ou quoi que ce soit, ce serait cool. Ça ferait plaisir, mais ouais, que le meilleur gagne à partir de maintenant. C'est cool. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se capte très très bientôt. Les débriefs Coupe du Monde arrivent du côté de Wilou. Je sais qu'il va charbonner, il va vous donner du contenu en masse. Donc sortez vos pop-corn. En plus de ça, c'est une Coupe du Monde où les gens vont travailler. Je sais que vous allez être au boulot sûrement, vous allez rater des matchs, mais nous, on est là pour vous. On est là pour que vous ratiez rien en fait. Donc n'oubliez pas. Un petit AirPod dans l'oreille. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, n'oubliez pas d'être avec Wilou au courant de la compétition. Je suis sûr que son contenu sera dope. Nous aussi, moi aussi, de mon côté, je vais me gérer. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Wilou, un dernier mot? C'était un plaisir comme d'habitude et mec, trop hâte que ça commence. C'est cool, tout le monde. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Ciao, ciao.